Ok. Bon, merci beaucoup d'être nombreux finalement aujourd'hui, la table est pleine. Je vais vous parler d'inbound marketing. Ça c'est mon Twitter, vous pouvez me contacter directement en message. Au début des années 2000, en fait, c'était l'ère des sites web. Je pense que c'est cette année-là que tous les sites sont sortis. C'est aussi l'année plutôt la décennie de la bulle Internet. À la fin sont arrivés l'ère des médias sociaux. Et aujourd'hui, je pense qu'on est à l'ère des contenus. C'est-à-dire que de plus en plus, en fait, c'est tellement effectivement morcelé. Il y a tellement de gens qui ont pris la parole sur le web qu'aujourd'hui, il faut savoir comment maîtriser le contenu. Et le contenu est plus que jamais devenu l'asset principal des entreprises et des PME en 2016. Donc comme l'a souligné Emmanuel, il y a une transformation digitale qui est en marche. 198 millions de bloqueurs de pub. C'est un chiffre énorme et qui grandit à vitesse grand V. On n'a jamais atteint un pic aussi important de bloqueurs de pub aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 10 ans, les internautes s'organisent pour bloquer la publicité. Plus que jamais, les internautes en ont assez d'entendre de la publicité, on a assez d'entendre des messages qu'on leur assène, dont ils n'ont pas demandé la provenance, etc. Donc les spams c'est fini, les courriers indésirables c'est fini, les publicités en bannière c'est fini, les liens sponsors, Google vient de supprimer la colonne de droite de ces publicités AdWords, et on réserve plus que la colonne centrale. Voilà, il y a beaucoup de changements autour de la pub qui est en train de se créer. Et ce chiffre, il est actuel, il est de 2016, mais il ne fait que de grandir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, les choses ont changé. Il y a, sur la première moitié du siècle, avant 1950, on avait juste quelques canaux pour toucher les consommateurs, juste quelques points de contact. Et finalement, enfin, quand on fait la liste non exhaustive, aujourd'hui, ça a explosé. Il y a des centaines de points de contact et je pense que on peut trouver une niche à peu près sur tout et trouver des publics sur des points de contact extrêmement différenciés. Que ce soit le télémarketing, le marketing direct, l'email, le téléphone, le SMS, le smartphone, la tablette, l'ordinateur. Voilà, il y a énormément de points de contact aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on peut en tirer parti? C'est là où intervient l'inbound marketing. Alors l'inbound marketing, certains diront que c'est encore un terme barbare de marketeur. Ils ont raison, mais c'est aussi et avant tout une méthodologie qui arrive seulement depuis quelques années en France. Ça fait 10 ans que les Américains bossent dessus et ça fait 10 ans qu'ils ont effectivement de l'avance parce que eux, leur marché, le blocage de la publicité est arrivé beaucoup plus vite chez eux. Et donc ils ont eu besoin de s'organiser. Plutôt que de communiquer sur des canaux externes, il s'agit de créer et de promouvoir son propre contenu à valeur ajoutée sur son site pour attirer des visiteurs, les transformer en prospects puis en clients fidèles. Donc en fait, il s'agit d'un univers, d'une méthodologie vertueuse où on va attirer des prospects à soi grâce aux outils du web, les engager avec l'entreprise, les engager avec la marque dans une relation pérenne pour ensuite les transformer en clients et en prospects et en clients fidèles. C'est une tendance de fond. Si vous tapez inbound marketing sur Google Trends, qui connaît l'outil Google Trends? Voilà, bon, tout le monde connaît à peu près cet outil. Il suffit de taper inbound marketing. Là, en France, de 2004 à nos jours, on voit que ça a commencé brièvement là, en 2009, on en parle un petit peu. Et puis là, il y a un truc qui se passe depuis 2013, ça évolue pas mal. Et puis aujourd'hui, on est vachement haut. C'est vraiment quelque chose que les entreprises regardent de plus en plus. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si on le met au regard d'un autre terme qui est publicité en ligne, on voit que la courbe rouge descend et à peu près là, sur la même période, ça se croise et donc il y a de moins en moins d'intérêt pour la publicité en ligne et de plus en plus d'intérêt pour l'inbound marketing. Alors, l'inbound marketing, c'est quoi? C'est d'abord ce chiffre. 88% des responsables marketing B2B affirment qu'ils utilisent le contenu dans leur marketing. Donc on a dit créer du contenu à valeur ajoutée pour attirer sur son site, transformer en prospect puis en client fidèle. 88% des marketeurs l'utilisent, le contenu, mais seulement 30% ont une stratégie définie de contenu pour leur marketing digital. Seulement 30%. Moi, c'est ce chiffre qui me fait peur. C'est ce chiffre auquel je porte de l'importance parce qu'en fait, c'est lui qui révèle qu'on a beau faire du contenu sur son site, on l'utilise peut-être pas de la bonne façon.
2 tiers continuent à utiliser le contenu comme un levier publicitaire. C'est-à-dire qu'on va utiliser le contenu, on va effectivement créer du contenu, mais on va le créer pour quoi? Pour créer des brochures publicitaires, créer des brochures commerciales, pour parler de ses produits, pour parler de soi, et on oublie de parler de son consommateur. On oublie de parler à son public cible, on oublie de parler à son audience, et c'est pourtant le fondamental du marketing, c'est de savoir parler à son public, de eux, avant de parler de vous. Thomas Edison disait, il y a une meilleure façon de faire. La Kangoo était bleue. La Kangoo était bleue, c'est le nom du dispositif de Michel Augustin. C'était il y a quelques années déjà. Lorsqu'ils ont démarré, ils ont lancé deux cookies, chocolat au lait, chocolat noir. Et à l'époque, c'est une toute petite PME qui est loin d'être aussi connue qu'aujourd'hui, qui est encore loin d'être aussi présente dans les linéaires, et qui ont besoin de faire parler d'eux. Le secteur agroalimentaire est un secteur hyper concurrencé, très très difficile à pénétrer, et pourtant ils vont réussir ce que peu ont réussi à faire avant eux, faire connaître leur marque et aujourd'hui être présents dans à peu près tous les Monoprix, Franprix, Carrefour et compagnie. Ce jour-là, de 2010, place de la Madeleine, ils ont créé un événement. Ils ont créé un événement où, en fait, ils ont invité les journalistes et les passants à venir goûter au vrai cookie Michel Augustin. Et donc ils se sont déguisés en vaches. Ils ont fait une énorme vache qui prenait vachement de visibilité sur la place de la Madeleine. Ils ont invité les gens à leur comptoir à venir déguster les cookies. Et donc pour le cookie au chocolat au lait, il fallait dire la Kangoo était bleue, c'était le nom de code. Et pour le cookie au chocolat noir, j'ai oublié le nom de code, mais c'était un truc un peu pareil. Et donc ces deux trublions du goût, comme ils s'appellent, ont réussi leur coup, ont réussi non seulement à faire venir des journalistes, mais aussi à faire venir un certain nombre d'internautes. Et c'est pas seulement l'événement local qui a compté, c'est les centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux qu'ils ont réussi à obtenir. En vidéo sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, les partages de photos. Et donc, en fait, d'une opération de com qui ne pouvait pas se payer parce qu'ils n'avaient pas le budget, ils ont réussi, avec 3 bouts de ficelle, j'ai envie de dire, un petit comptoir, une affiche et leurs produits, à attirer du monde et à faire parler de leur marque bien au-delà de ce qu'ils auraient pu faire avec le budget qu'ils avaient pour cette opération. Et donc ça c'est assez important parce que en fait Michel Augustin en France fait souvent figure de modèle en marketing de contenu. Que ce soit dans la vraie vie comme sur le digital. Dans la vraie vie, tous les jeudis, ils organisent un événement qui s'appelle les Portes ouvertes de la Bananeraie, qui est un événement où ils font rentrer les gens dans leur entreprise pour les inviter à goûter leurs produits, à visiter les locaux, à rencontrer le personnel de Michel Augustin. Mais surtout, pour eux, c'est un formidable moyen d'avoir des retours en direct chez eux de gens qui goûtent leurs produits, qui peuvent leur dire j'aime pas trop la couleur, j'aime pas trop le goût, j'aime pas trop l'emballage, et donc du coup de pouvoir améliorer en continu leurs produits. Et sans arrêt, ils font des mises en scène sur les réseaux sociaux, ils ont sans arrêt utilisé cette façon de faire pour mettre en avant leur communauté et vraiment faire en sorte que dans leur communication, leur public soit partie intégrante dans la façon dont il faut passer le message. Oui, question, mais c'est aussi un moyen de pression par rapport aux grandes surfaces parce qu'on ne les trouve pas beaucoup. Donc le fait d'aller voir le consommateur pour lui proposer le produit, que le consommateur se retourne ensuite vers la grande surface pour dire pourquoi il y a ce produit-là. Exactement. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont même été encore plus loin. Ils donnaient en téléchargement sur leur site un modèle de lettre pour demander à son commerçant du coin de mettre en distribution Michel Augustin. Voilà. S'il vous plaît, monsieur le commerçant, est-ce que vous pouvez mettre les bons cookies à disposition? Donc c'est effectivement un excellent moyen de communication. Un petit point, si je peux me permettre. Bien sûr. Ici, on parle de, et peut-être je me trompe, mais il semblerait qu'ici, on parle de ce que ces personnes vendent, en fait, donc de leurs produits, alors qu'auparavant, dans la discussion que vous aviez au tout début, vous avez dit non, il ne s'agit pas tellement de mettre en avant son produit, mais de comprendre ce que le client veut, Exactement. Donc de le fidéliser, puis ensuite lui vendre en fonction de ce qu'il a besoin. Mais ici, c'est plutôt l'inverse. Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. En fait, la Michel Augustin ont réussi, en parlant de leurs produits, de créer du buzz autour de leur marque. Et justement, en fait, c'était un peu les prémices. C'était en 2010. Et aujourd'hui, on va voir justement comment est-ce que vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez d'abord parler de vos publics avant de parler de vous. Mais vous avez entièrement raison. Alors, la méthodologie de brand marketing, elle se résume sur ces 4 piliers. Effectivement, attirer les publics,
les qualifier. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des visiteurs sur son site, on va pouvoir les qualifier en prospect. Un prospect, c'est forcément une personne qu'on sait recontacter, dont on a les coordonnées. On va l'accompagner vers l'acte d'achat pour le qualifier en client, pour faire en sorte qu'il devienne acheteur, et de là, faire en sorte qu'il devienne un ambassadeur. En fait, on pourrait considérer, de par votre remarque, que Michel Augustin se plaçait vachement sur ce levier-là. Faire en sorte que des personnes qui sont déjà clientes deviennent ambassadeurs de la marque. Et ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est de savoir une personne qui est complètement étrangère à sa marque, qui n'a jamais entendu parler de votre produit, comment est-ce qu'elle va pouvoir, petit à petit, comment est-ce qu'on va pouvoir aller la chercher loin pour la ramener petit à petit avec soi. L'un des principaux outils pour y parvenir, c'est le blog. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le blog aujourd'hui est une formidable opportunité pour les entreprises parce que ça a beaucoup changé. Je ne parle pas du blog d'il y a 10 ans pour raconter sa vie, ses vacances ou ses aventures au travail. Non, je parle du blog d'entreprise. Le blog d'entreprise, c'est aujourd'hui un moyen pour n'importe quelle entreprise de pouvoir publier régulièrement du contenu. En fait, ça devient un prétexte, en quelque sorte, à publier régulièrement sur son site des contenus. Là où le site internet est plutôt réservé à une information corporate, justement, parler de soi, parler de ses produits. Le blog, on va pouvoir parler de tous les autres sujets qui intéressent l'audience. Et je voulais vous parler d'abord de notre propre exemple chez ComExplorer. Il faut savoir que l'entreprise est toute jeune. Notre blog n'existait pas avant avril 2015. Ça fait 1 an et on a commencé, vous voyez, avec très peu de trafic au début. On avait 0, mais un mois à moins de 1000 visiteurs. Aujourd'hui, on atteint 10 000 visiteurs par mois et ça ne fait que grandir de mois en mois parce que justement, on a appliqué cette méthodologie de marketing. On a créé du contenu qui nous permet d'attirer les gens et on parle de quoi ? On parle de marketing. On aide tout simplement, on fait ce que je fais aujourd'hui avec vous, c'est aider nos publics, nos audiences à savoir comment monter une campagne de marketing, savoir qu'est-ce qui est favorable, est-ce que l'inbound marketing est plutôt B2C, plutôt B2B, comment est-ce que je dois intégrer une campagne de content marketing de contenu dans ma stratégie, etc., etc. Donc on va aborder l'ensemble des sujets qui font notre savoir-faire pour éduquer notre audience. Et ça, je pense que c'est pas une exception, il y a des gens qui font beaucoup mieux que nous, et je pense que c'est quelque chose qui est atteignable par la plupart des PME aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique le passage de 3004 à 7000 ? Parce que là, il y a vraiment une cassure positive. Ouais, vous avez entièrement raison. Je vais vous dire, très franchement, ici on était débordé, on a créé moins de contenu. On a créé moins de contenu sur le blog, et là, on a fait très peu d'articles, il y a eu peut-être 0 article en décembre. Et là, on a recommencé à créer du contenu. Et vous voyez, la part qui est verte ici, c'est le référencement naturel. Donc ça, c'est le trafic qui provient de Google. Et on voit qu'il a augmenté, la part a un petit peu augmenté ici. Et la part qui est verte là, c'est les médias sociaux. On a également eu plus de trafic sur les médias sociaux. Et donc tout simplement, là, on avait une perte de croissance parce qu'on avait créé moins de contenu. Et là, on a repris les choses en main et les choses sont reparties. Il y a une vraie corrélation qu'on a pu observer entre la régularité dans la publication de contenu sur son blog et la croissance en termes de trafic et de visites. Un petit point, si je peux me permettre. Le contenu, c'est une chose, mais il faut que quelqu'un lise le contenu. Donc, un contenu est défini en fonction d'un marché que l'on cherche à convaincre, en fait. Ouais. Comment vous avez pu définir quel est le contenu de ce qu'il faut faire? Parce que ça peut m'intéresser comme ça peut ne pas m'intéresser. Donc, je crois qu'il y a 2 points. Le premier point, le contenu pour quelle cible, et avant même le contenu pour quelle cible, comment j'attire la cible vers le contenu? C'est une excellente question. La première réponse, c'est en faisant exactement ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il faut être à l'écoute constamment. Il faut être à l'écoute des questions que vous posent vos clients et que vous posent vos prospects, pour savoir justement quels sont les doutes, les besoins, les motivations qu'ils vont chercher sur Internet, pour savoir de quoi il faut parler sur le blog. Et donc l'ensemble des sujets qu'on aborde sur notre blog sont des sujets qui sont, comme je vous disais, quel contenu il faut créer, quelles sont les idées de contenu. Ça c'est un sujet qu'on a traité sur le blog, justement parce que c'est une vraie question de nos clients. Et donc la première réponse, c'est se concentrer sur vos savoir-faire et sur ce que vous pouvez apporter au quotidien à vos clients. L'autre réponse, c'est effectivement, et c'est en fait avant ça,
de se concentrer sur sa cible. Et donc là-dessus, il y a une méthodologie qui consiste à interroger ses meilleurs clients, les clients idéaux, ceux qu'on veut répliquer, pour leur poser la question de savoir qu'est-ce que vous visitez comme site, quelles sont les motivations, les besoins profonds que vous avez et sur lesquels vous aimeriez qu'on vous aide, pour savoir pertinemment quels sont les mots-clés sur lesquels on a envie de se positionner. Et les mots-clés dans une stratégie d'inbound marketing, c'est en fait ce qui va faire votre trafic vers ici sur les moteurs de recherche. Parce que demain, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le parcours d'achat de vos publics, de n'importe qui, en fait, c'est j'ai une question, je vais interroger Google. Et donc, de savoir que l'inbound marketing, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que l'inbound marketing est fait pour mon entreprise? C'est une question qui potentiellement, ou quel contenu je dois faire pour mon blog? C'est une question que les gens sont amenés à nous poser. Et si on est en premier sur cette requête sur Google, eh ben on aura des chances d'attirer du monde. La troisième chose, c'est que le contenu que vous créez, une fois qu'il est fait, il faut le diffuser. Et là, vous avez plein de moyens de diffuser des contenus. C'est les réseaux sociaux, d'abord. Commencer à construire une communauté sur Twitter, même sur Facebook pour les entreprises, parce qu'en fait, une personne qui est le jour au travail, le soir, elle rentre chez elle, elle est sur Facebook. En fait, elle continue à penser un petit peu au boulot, tout le monde le sait, moi le premier. Et donc, parfois, je peux voir des sujets sur mon fil Facebook qui m'intéressent à titre professionnel et ça ne me gêne pas forcément de les consulter. Facebook grandit vachement sur le B2B. Et puis les autres leviers, faire des partenariats avec des blogueurs, créer sa base d'email pour avoir régulièrement des articles de blog envoyés à travers une newsletter. Voilà. C'est l'ensemble des leviers qui font la promotion du contenu, qui je pense sont les deux grands équilibres. On a un adage qui est 50% de temps consacré à la création de contenu, ça doit être au moins 50% de temps à la promotion du contenu. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Un tout petit dernier point en fait, c'est quelque chose qui me cherche, je suis désolé. Bien sûr. Mais non, mais absolument pas. Vous avez dit qu'il faut d'abord comprendre ce que le client veut, d'accord, de telle manière à créer et élaborer le contenu. Mais avant, il faut que je commence à avoir des clients au tout début. Alors d'où ils viennent? Ils viennent de votre, je dirais, de votre business model, de ce que vous avez à défendre, de votre savoir-faire. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un marché identifié, a priori, il y a forcément des gens qui vont venir. Il y a des concurrents aussi, hein. Ça dépend dans quel domaine vous êtes. Si vous êtes le tout premier, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais il y a probablement des gens qui font un petit peu la même chose que vous, qui ont peut-être déjà des sites internet, qui utilisent des mots-clés. Tout ça, c'est des choses qui sont à disposition, enfin qu'on peut avoir assez facilement. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise, même la start-up, elle est dans un écosystème qui n'est pas vierge. Alors, c'est peut-être plus compliqué que si vous vendez, je sais pas moi, du tréfilé d'aluminium ou des choses comme ça, où ça fait un siècle qu'on en vend, mais c'est quand même possible. Une autre façon de répondre à votre question, et parce que c'est typiquement un frein auquel on a été confronté, c'est que l'inbound marketing en France, même il y a un an, il y a peu de gens qui connaissaient, aujourd'hui il y a encore peu de gens qui connaissent. Et donc sur le blog, même si on parle beaucoup d'inbound marketing, on parle avant tout justement des questions que se posent avant ça nos clients, avant qu'on leur parle d'inbound marketing. Parce que ce qui est intéressant, c'est que si je reprends ce schéma, c'est que pour les attirer, en fait, les motivations des gens, ce sera peut-être pas de taper inbound marketing, mais plutôt de savoir comment créer du trafic sur mon site, comment justement, si je fais de la stratégie, comment déterminer mon marché, ce genre de choses. Avant de parler des solutions, la solution c'est inbound marketing, mais avant ça, il y a les besoins du client. Donc nous on parle plutôt d'inbound marketing ici, et encore plus là. Pour revenir peut-être sur la notion de contenu, nous ce qu'on recommande quand on fait ce genre de choses, c'est que le dirigeant d'entreprise et ou ses équipes aient déjà créé suffisamment de contenu en amont, pour éviter justement que quand on est débordé, on a la chute de tension de tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez en permanence 4 mois de contenu devant vous, vous êtes quand même nettement plus à l'aise si jamais vous avez un coup de bourre. Une question, mais est-ce qu'on est quand même sûr d'avoir l'information souhaitée? Je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, avec votre téléphone, il a dit voilà, moi j'aime les... la crème de marron. Voilà, la crème de marron. Ça me fait penser à une autre anecdote, c'était Yannick Bolloré, le fils de Bolloré, qui en 2014 a atterri aux États-Unis pour aller voir Google. Quand il rebranche son téléphone en sortant de l'avion, il reçoit tout de suite une publicité du sushi au saumon à 50 mètres de son hôtel.
surpris de recevoir ça, il voit Google, il tient, il dit c'est normal, c'est nous qui t'avons donné l'information. C'est-à-dire qu'on savait ce que tu aimais, on savait où tu allais, c'est-à-dire sans que lui diffuse, tout le monde savait. Est-ce que le fait parce qu'on est tous comme ça, pistés, Big Brother est plus gros que ça, est-ce que l'information finalement, vu qu'on est, comment dirais-je, encerclé quelque part par l'information que l'on donne, est-ce qu'on risque de ne pas nous donner l'information uniquement que l'on souhaite avoir, c'est-à-dire ne plus avoir d'ouverture sur autre chose. C'est-à-dire quelqu'un qui va chercher... vous parliez tout à l'heure sur le RH, vous aviez dit quelque chose, le fait... Non, c'était vous qui disiez on va pouvoir donner les 3 meilleurs candidats. Ok, mais les 3 meilleurs candidats, ça signifie que l'entreprise ne va se limiter qu'à ça. Au clone. Ouais. Au clone. Ouais. C'est-à-dire que, et généralement, on entend toujours parler que celui qui a réussi, c'est celui qui n'était pas comme les autres. Donc c'est en opposition, pour moi, avec ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que trouver le gars qui va avoir peut-être l'éclair, qui n'aura pas le niveau, mais qui aura l'éclair qui va faire progresser l'entreprise, il sera pas dans les clones. Parce que les clones, ils vont être pris par les autres ou ils vont être pris d'eux chez les autres. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc, en fait, est-ce que on risque pas d'avoir uniquement l'information qu'on ira chercher et on n'ira pas au-delà. Quelqu'un qui veut rentrer dans cette sphère-là ne risque pas de rentrer ou toucher quelqu'un qui ne sera pas concerné directement. Or, qu'est-ce qui intéresse? C'est peut-être les autres clients, enfin, s'ouvrir dans la sphère de clientèle. Enfin, c'est un peu, je ne sais pas si c'est compliqué, mais... Je crois comprendre votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'ouverture? C'est-à-dire que si on ne parle que de sujets qui sont dans un cercle fermé, des sujets qu'on a décidé de traiter pour le centre d'intérêt de la personne qui a été manifestée, qu'est-ce qu'on fait du reste? C'est ça, ouais. Je pense que c'est une question hyper intéressante parce que, effectivement, en inbound marketing et dans le marketing digital de façon générale, avec la publicité ciblée, avec l'inbound marketing, on se concentre avant tout sur les centres d'intérêt des publics. Pour moi, le centre d'intérêt, c'est d'abord le point central parce qu'on s'intéresse à l'expérience utilisateur. Mais l'expérience utilisateur, si on la prend de façon globale, en fait, elle va au-delà de ça. Et je vais vous dire, par exemple, pour notre blog, on s'est aperçu d'une chose, c'est que le week-end, il y a une chute de trafic, tous les week-ends. Qu'est-ce qu'on peut faire pour parler aux gens, même le week-end, pour qu'ils aient des sujets intéressants? Le week-end, on va peut-être parler de sujets qui ne sont pas sur le pro, enfin du moins pas sur le marketing, l'inbound marketing, le contenu, mais peut-être de sujets qui ouvrent, comme comment être moins stressé au travail, il y aura des sujets qui vont permettre d'ouvrir un petit peu la discussion sur d'autres choses le week-end. Et ensuite, de toute façon, tous les grands le font, notamment Facebook. Facebook a été vachement attaqué dans la presse ces derniers temps parce que les Américains pensaient qu'ils privilégiaient un candidat au présidentiel plutôt qu'un autre, d'accord, pour un certain nombre d'utilisateurs. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que les utilisateurs qui ont manifesté un intérêt voyaient plus de publications pour ce candidat et moins pour les autres, et donc on a l'impression que Facebook mettait en avant le candidat. En l'occurrence, c'est l'intérêt de personnes de fermer les frontières et de ne montrer qu'un sujet à ces personnes-là, parce que en fait, cette ouverture crée un environnement qui fait qu'à un moment donné, il y a une perte de valeur. Et donc, Facebook a dit, écoutez, non, c'est-à-dire que nous, on a montré aux gens des sujets qui étaient en lien avec leur centre d'intérêt, mais sans arrêt, Facebook aussi publie d'autres choses qui sont un peu plus éloignées. Si la personne réagit et clique, et l'algorithme prend en compte le nouveau clic et puis met à jour la chose. Mais effectivement, c'est une vraie question, c'est un vrai sujet. On risque de lui redonner la prochaine fois la même information qu'il a été chercher. Enfin, bon, bref. Bon, mais effectivement, en inbound marketing, c'est un peu moins vrai parce que, en fait, je veux dire, les sujets sont quand même vachement vastes et même si on parle d'un intérêt, on peut toujours le remorceler en plus petits morceaux et être encore plus précis, etc. Ce que je comprends de la remarque, c'est de dire ces outils-là sont des formidables amplificateurs de sujets émergents, mais tendances entre guillemets. Question, c'est comment on détecte l'original en fait, le truc farfelu mais qui est génial quoi. Et là c'est ça peut-être votre souci, si je comprends bien votre message, c'est est-ce que ce type d'outil permet aussi de détecter le petit génie dans son coin, dont personne ne parle, et qui pourtant c'est lui qui va faire le truc demain. Ma conviction, c'est qu'il y a plusieurs critères qui font qu'on arrive à un bon contenu. C'est la qualité du contenu et la créativité. C'est-à-dire la pertinence. Est-ce qu'effectivement
on cible un centre d'intérêt, est-ce qu'on est créatif? Ce qui fait qu'on est créatif, c'est ce qui fait aussi qu'on sera plus original que ses concurrents. Et que là, vous allez aussi marquer des points par rapport à la concurrence. Parce que si tout le monde parle de la même chose au même niveau, en fait, vous ne serez pas visible par rapport aux concurrents. Si vous apportez un plus, si vous apportez plus de valeur ajoutée dans les contenus que vous créez, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, on sort de ce cercle qui peut être mauvais. Là, depuis le début de la conférence, bonjour, on aborde toute la partie publication de contenu. Quid de la production de contenu? Quel est le temps à consacrer pour un chef d'entreprise à cette production? Est-ce qu'elle doit être sous-traitée? Qui fait quoi et combien de temps ça prend? La production de contenu, en fait, ça dépend vachement du contexte dans lequel vous évoluez. C'est-à-dire que si je suis sur un contexte vachement concurrentiel, si j'ai énormément de concurrents qui sont présents avec du contenu sur Internet, forcément la puissance, le contenu que je vais devoir produire sera supérieur à une entreprise qui est sur ce qu'on appelle un océan bleu, donc un endroit où il y a très peu de concurrence. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quel temps il faut y consacrer? Je dirais le temps nécessaire pour que vous apportiez de la valeur ajoutée au public. C'est vrai que on parle pas mal de snacking content, donc des tout petits contenus très rapides à lire, très rapides à consommer, et d'articles de blog plus longs, plus de fond. Nous, c'est le parti pris qu'on a fait sur le blog de ComExplorer, c'est de faire des articles qui font 1200 mots. Pourquoi 1200 mots? Parce qu'en fait, à force de faire des articles de blog, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas franchement développer un sujet de manière intéressante en dessous de cette limite. Mais en fait, c'est pas vraiment une limite, c'est plus une ligne de mire, un horizon. Si à un moment donné, il y a un truc qui fait 500 mots qui est bon, on va le publier, on sera bien avec ça. Donc je dirais que le temps que vous consacrez à faire du contenu, c'est le temps qui sera nécessaire à faire le bon contenu pour votre audience. Donc d'abord savoir, est-ce que votre audience est extrêmement pressée? Est-ce qu'elle a le temps de lire le contenu? Qu'est-ce qui l'intéressera? Combien de temps elle peut consacrer à lire ce contenu? Et je pense que si le contenu est intéressant, bien souvent les gens passent plus de temps aussi à le lire. Personne n'a de mal à regarder une émission qui dure 2 heures si l'émission est hyper intéressante. C'est la même chose ici. Je pense qu'il y a plusieurs éléments dans la question. Le premier, c'est la nature de ce qu'on va raconter. Donc William a donné l'aspect technique de la chose. Quand on est en PME B2B, je dirais qu'en général, on a plein de choses à raconter. Ça fait partie de votre environnement. Ce sont souvent des choses que vous utilisez naturellement, que vous pensez complètement évidentes parce que ça fait 25 ans que vous êtes dedans, mais qui en fait présentent une vraie valeur. Donc de ce point de vue-là, trouver des sujets, ça c'est des choses qu'on fait régulièrement, trouver des sujets, je dirais qu'on y arrive assez facilement. Après, il faut les benchmarker avec ce que le marché attend, ça on est d'accord là-dessus, mais c'est quelque chose auquel on arrive. Après, derrière, il y a des dirigeants qui sont des grands rédacteurs devant l'éternel et puis d'autres qui sont peut-être un peu moins à l'aise avec, mais ça va dépendre vraiment du dirigeant de l'entreprise. Bon, et puis après, il faut quand même y consacrer un certain temps, c'est vrai. Hein. Ça ne se fait pas en 3 minutes sur un coin de table. Moi, je travaille avec un expert comptable à Paris qui est expert judiciaire auprès des tribunaux, etc. Donc il y a quand même des choses un petit peu sympas à raconter. Je lui ai extorqué en fin d'année dernière 4 contenus. Et puis depuis, c'est page blanche parce qu'il est en plein dans ses préparations de clôture et c'est fini, quoi. Donc ça veut dire que la prochaine fois, je lui extorquerai 8 contenus et je tiendrai jusqu'au 30 juin, jusqu'aux assemblées générales. Et moi, j'ai un peu l'exemple inverse, un client qui est différent et lui, il adore écrire et il a beaucoup de remontées clients, le fameux SAV, etc. Et avec ça, c'est des mines d'or pour pouvoir approvisionner son blog. Et donc, oui, ça se fait tout à fait naturellement. J'ai également un exemple qui rejoint ce que dit Daniel. En fait, un vitrier qui est au fin fond du Sougo et qui, pendant 3 semaines sur son site, je crée des sites internet, s'est retrouvé devant le catalogue Ikea sur la partie création de crédences de cuisine. C'était son métier. Donc, pendant 3 semaines, il a plafonné en région Alsace sur crédences de cuisine. Son site était en premier parce qu'il a produit le premier contenu frais de son site. Il n'a pas maintenu l'effort parce qu'évidemment, la force d'Ikea en face est quand même assez colossal, mais pour son démarrage d'activité, en tout cas, le téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant quelques semaines. La limite, elle est là en fait. En novembre-décembre, nous on était débordés, on ne pouvait plus créer de contenu. Donc je dirais, tant qu'on arrive à créer du contenu en avant d'avance, en fait, faut y aller. Vous pouvez les faire en interne. Il y a plein de tutoriaux sur Internet qui vous diront comment structurer un article de blog de la même façon.
de la bonne façon. Et puis à partir du moment où effectivement on est un peu limite en ressources, on ne peut pas produire le contenu chez soi, il y a des rédacteurs qui le font très bien. Et il y a des process de rédaction qui font qu'aujourd'hui, le rôle du rédacteur, c'est de rédiger, c'est d'écrire, mais la connaissance, de toute façon, c'est vous qui l'avez, la connaissance métier. Donc il ira la chercher chez vous. Je vais vous montrer quelques exemples. Je voulais vous parler de Maxi. Maxi, c'est une entreprise française qui fait un logiciel de navigation maritime. Et ils ont plutôt bien réussi le challenge de l'inbound marketing. Sur leur site internet, il y a des guides de navigation gratuits, il y a la partie boutique, produits, présente l'entreprise, donc un site internet somme toute corporate, vendeur, et sur leur blog c'est entièrement différent. Sur leur blog, ils ont réussi à produire des contenus, d'abord en anglais parce que leur audience est internationale, mais sur des sujets qui ont une résonance chez les publics qui souhaitent atteindre. Donc ici, quels sont les outils qu'il faut prendre quand on va naviguer. La paire de lunettes, le gilet de sauvetage, voilà, un petit reminder des choses qui sont intéressantes. Interview avec un pêcheur, Guillaume Fourier. Bon, c'est des choses, c'est des contenus qui vont trouver une résonance chez les publics qui souhaitent viser. Donc, à propos de ce contenu, effectivement, le client veut une approche personnalisée, veut quelque chose qui soit centré sur ses centres d'intérêt. Alors une fois qu'on a parlé de ça, comme on a parlé du contenu, de l'importance à en produire, de l'importance de le promouvoir, comment est-ce qu'on fait pour qualifier ces nouveaux visiteurs qui viennent sur votre site? On va parler de conversion. La conversion, c'est, pour mettre tout le monde à l'aise sur cette définition, c'est comment on fait passer un visiteur, un internaute d'une étape A à une étape B. Et la façon de le faire, c'est à travers un formulaire. Pourquoi est-ce qu'on va convertir? En fait, l'idée, comme je vous ai dit, transformer des visiteurs en prospects puis en clients, c'est de faire en sorte que votre site internet bosse pour vous. C'est faire en sorte que votre site internet devienne le meilleur commercial de la boîte. Parce que c'est lui qui va être en contact premier avec un ensemble d'internautes. Et c'est grâce au contenu que vous allez mettre en avant que vous allez pouvoir transformer l'essai. L'exemple d'Amadeus Rai. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que je trouve que c'est un sujet absolument pas sexy. On a vu Michel et Augustin. C'était plutôt un sujet qui est effectivement facile à partager, facile à discuter. Amadeus Rai, c'est l'outil de réservation de trains et de vols. Peut-être que vous avez déjà vu leur logo en réservant un billet d'avion sur le site airfrance.fr. Donc c'est toute la plateforme outils logistique qui sert à gérer ça. Ils travaillent notamment avec SNCF. Et Amadeus Rai, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont produit tout un ensemble de contenus sur le voyage 3.0, le futur du voyage en 2030, etc. Et en fait, il y en a une liste. Vous verriez tous les contenus qu'ils ont produits, c'est assez étonnant. Il y a au moins 50 guides et livres blancs qui sont en téléchargement sur leur site. Donc on a parlé du blog qui servait à attirer le trafic, qui est un contenu en libre accès. Et là, je suis en train de vous parler de contenus, ce qu'on appelle des contenus premium, qui sont des contenus en téléchargement sur le site, auxquels vous pouvez accéder à une condition, c'est que vous échangez vos coordonnées avec le site internet. Et c'est là le point important, c'est là où vous allez prendre le contact de vos visiteurs. Et le visiteur, il accepte volontiers de le faire, puisque c'est une information qu'il recherche. Si vous êtes en train de publier une étude sur votre savoir-faire avec des chiffres importants, avec un point de vue, un regard, si c'est un livre blanc, voilà, si c'est un contenu vraiment à valeur ajoutée, n'hésitez pas à le valoriser encore plus, à faire un formulaire. Alors vous me demanderez, ok, mais qu'est-ce qu'on demande dans le formulaire? Ne demandez que les informations dont vous avez besoin. Et a fortiori, demandez-en le moins possible, plus vous êtes en amont sur la démarche. C'est-à-dire que si c'est si c'est un premier contact avec le visiteur, par exemple l'inscription à une newsletter, la newsletter c'est un contenu à valeur ajoutée, ne demandez que l'adresse email, vous n'avez pas besoin de savoir l'entreprise, etc. Vous voulez juste un adresse email pour recontacter régulièrement la personne qui a besoin de faire de la veille sur votre savoir-faire. Et ici, pour le futur Traveler Tribes de 2030, comme c'est un contenu vraiment plus important, et donc qui va pouvoir qualifier davantage la personne, on n'hésite pas à demander prénom, nom, entreprise,
le rôle de la personne dans l'entreprise, etc. et bien sûr son email pour pouvoir le recontacter. Et donc on ne va pas hésiter à faire en inbound marketing du progressive profiling, donc de demander petit à petit un peu plus d'informations au fur et à mesure où on accompagne la personne dans son parcours. Ok, vous me suivez? Donc l'engagement va venir avec du contenu, et en fait du contenu qui a fortiori doit les aider dans leur parcours utilisateur. C'est du contenu qui doit guider les personnes dans leur projet, les aider à avancer dans leur projet. Et c'est ça qui va les guider vers l'acte d'achat. C'est que le jour où la personne se dira, bah, effectivement, moi j'ai un projet marketing, bah, si c'est Comme Explorer qui a aidé cette personne pendant des mois et des mois, bah, la première chose à laquelle elle va penser, c'est de contacter peut-être Comme Explorer pour savoir comment est-ce que on pourrait l'aider pour son projet. Donc demain, ce que je vous invite à faire, c'est la même chose pour votre entreprise. Et la démarche, elle continue lorsqu'il s'agit de vendre. Mais tout simplement, on va plus être sur des guides et des livres blancs, on va être davantage sur des choses comme des études de cas ou des brochures commerciales. Parce qu'en étape de vente, la personne, on l'a déjà qualifiée, elle a déjà été en relation, elle s'est déjà engagée avec vous, et donc on va pouvoir cette fois-ci ouvrir les aspects plutôt commerciaux. Ça a un effet bénéfique, c'est que il arrive régulièrement, notamment si on fait de l'appel à froid, des choses comme ça, que le commercial en fait perd son temps à des gens qui ne sont pas qualifiés. Donc le but de l'inbound marketing, c'est justement d'avoir assez d'infos sur la personne pour qu'au moment où le commercial prend en main le contact, cette personne soit qualifiée, soit prête à acheter. Comment est-ce qu'on va faire? On va faire ça à travers ce qu'on appelle le marketing automation. Le marketing automation, c'est l'ensemble des techniques qui vous permettent d'industrialiser, qui vous permettent d'automatiser des échanges, des relations, des discussions avec vos contacts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, moi j'ai été développeur commercial il y a quelques années, et donc j'envoyais régulièrement des emails à ma liste de prospects. Alors, est-ce que vous en êtes sur votre projet? Alors, est-ce que vous avez pris une décision? Alors, je perdais énormément de temps à essayer d'obtenir un oui, on se voit, 15 minutes, on parle du projet, et des gens qui n'avaient pas envie d'entendre parler de moi. Et donc le marketing automation, c'est ce qui va vous permettre justement de nourrir cette relation et d'arrêter de vous en occuper, arrêter de passer du temps à des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, mais plutôt vous concentrer sur ceux qui manifestent un plus fort intérêt. Ça signifie que l'humain pour vous est une tâche qui n'est pas intéressante. C'est-à-dire le fait que vous contactiez vos prospects ou vos clients, c'était quand même une relation soit téléphonique, c'est de l'humain, donc pour vous l'humain, dans ce cas-là, on met de côté. L'humain n'intervient pas ici, il intervient après. En fait, c'est exactement l'étape que vous pouvez automatiser. En fait, je donne de la valeur à la relation humaine avec des gens qui ont vraiment envie d'entendre parler de moi et qui ont vraiment envie d'entrer en relation et qui ont un projet. C'est-à-dire que la personne, il n'y a rien de plus désagréable pour n'importe quelle entreprise, la personne au bout du fil qui vous fait tourner un petit peu en rond, qui vous dit oui c'est pour demain, puis on attend 6 mois, puis machin. Bon, bah, ces gens-là, moi je suis hyper ravi de leur donner de l'information, mais je peux pas consacrer trop de temps là-dessus parce que ça coûte cher à l'entreprise, et donc je vais l'automatiser. Et donc il y a des gens qui le font très très bien. Notamment, je voulais parler de l'exemple de Mention, qui est une startup relativement jeune, qui a 3-4 ans d'existence, qui s'est développée sur le marché américain, mais je dirais même international, de la veille média. Donc ce que fait, vous connaissez Google Alert, qui vous permet de vous abonner à l'alerte sur le moteur de recherche. C'est un petit outil de Google sur lequel vous mettez un mot-clé et Google vous envoie des informations régulièrement sur ce mot-clé. Mention reprend ça et fait un espèce de Google Alert mieux, un meilleur Google Alert. Et à partir de là, ils vont développer un ensemble de contenus à travers des conférences en ligne, à travers un blog, à travers, vous voyez, des pages de formulaires où on peut télécharger des contenus de valeur ajoutée. Et donc, ils vont, sur ce contenu, bâtir leur présence et engager la relation avec leur public jusqu'à l'acte d'achat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne est qualifiée, on va lui proposer une offre gratuite. Mais avant ça, ils vont surtout éduquer leur public à savoir comment tirer le meilleur profit de l'outil, de la solution qu'ils proposent. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bâti une espèce de mini MOOC en ligne, mini université en ligne,
pour apprendre aujourd'hui à savoir comment est-ce qu'on peut utiliser la veille pour trouver plus de clients, pour nourrir son blog de contenu, pour répondre à toutes ces questions. Et vous voyez, il y a 10 leçons. Donc du moment où vous vous inscrivez à ce petit tutoriel, chaque jour 1 une leçon, jour 2 une deuxième leçon, et vous allez apprendre à utiliser les médias sociaux pour le monitoring, à utiliser toutes sortes, média monitoring partout en fait. Média monitoring à tous les niveaux de besoin de motivation. Et ça sert à quoi? Ça sert à nourrir la relation avec des gens qui ont un intérêt avec le média monitoring, mais qui n'ont pas forcément encore vu tous les aspects de la solution Mention, et qui à l'issue de ça auront monté en compétences, auront été éduqués à trouver de la valeur ajoutée pour l'entreprise, et donc pourront faire appel à Mention pour la suite. Ok, ça va, vous me suivez? Je vais vous parler de la partie fidélisation. Qui connaît ce dragon? Il n'est pas de moi. Ok, ce dragon, en fait, c'est une histoire qui remonte un petit peu aujourd'hui, mais qui est un peu l'exemple type de ce qui se fait en community management. D'accord, sur les réseaux sociaux, de bonnes pratiques où une marque a pu s'impliquer à fond pour émerveiller un consommateur et rendre toute une communauté heureuse. Et tout a commencé avec ce petit dragon. En fait, c'est Shane, je ne connais pas son nom, qui envoie un message à Samsung Canada sur Facebook en disant bonjour Samsung, est-ce que vous pourriez m'offrir un Samsung Galaxy S3? Et puis tiens, j'ai mis en pièce jointe un petit dragon que j'ai dessiné pour vous. Il est là, le petit dragon. Et tout a commencé là-dessus. Qu'est-ce que répond Samsung? Samsung répond avec un message similaire et vous dit tenez, on vous a dessiné un petit kangourou sur un monocycle. Et donc en réponse au message de l'internaute, ils répondent avec un petit dessin, ils lui disent désolé, on ne pourra pas vous offrir un Galaxy S3 parce qu'en fait, si on le faisait à tout le monde, ce serait trop compliqué, on ferait de l'argent, mais on vous a offert un petit dessin en échange. En fait, le truc fait un buzz immense, tous les internautes l'échangent, etc. Et quelques semaines après, Samsung répond en disant en fait, vous nous avez aidé à faire tellement un buzz important que tenez, on vous offre votre Galaxy S3. Et en plus, vous êtes le seul, on vous l'a personnalisé avec votre petit dragon, c'est une offre exceptionnelle, et ils ont publié ça sur Internet. Bref, voici un bel exemple de comment est-ce qu'une marque peut utiliser les médias sociaux, peut utiliser le moyen d'enchanter un client et de montrer en fait son attachement au consommateur. Vous me direz c'est Samsung, c'est un grand groupe, et vous aurez raison, mais regardez ce que j'ai vécu récemment quand je me suis fait livrer un bento, et sur le sac, on me disait bon appétit avec un petit dessin, mon réflexe c'était de photographier ce sac et de l'envoyer sur les réseaux sociaux. Donc simplement avec des petits gestes, il est très facile d'enchanter au quotidien ses clients et d'avoir des petites attentions pour eux qui vont faire que ils seront ravis de s'engager avec vous, ils seront ravis d'être clients chez vous. Voilà un petit peu le message de l'inbound marketing. Donc les 4 étapes, attirer, qualifier, vendre, fidéliser. À chaque étape, vous avez différents outils qui vous serviront d'avancer dans cette méthode. Ici, on a vu les blogs, mais il y a évidemment les médias sociaux, le référencement naturel pour attirer du monde, publier votre contenu, le promouvoir. Pour la qualification, ça va être des pages de formulaires sur lesquelles vous allez pouvoir mettre en avant des guides, des livres blancs, des e-books, des checklists, toutes sortes de contenus. La partie vendre, c'est tout ce qui est automatisation. Vous utiliserez des études de cas, de la brochure, de l'information plus commerciale, et la fidélisation à travers les médias sociaux, à travers les formulaires de satisfaction pour recueillir du feedback et faire en sorte que vos clients deviennent des ambassadeurs auprès des étrangers. Voilà, j'en ai fini sur l'inbound marketing. J'espère que ça vous a plu. Oui. Bravo. Merci. Je vais prendre vos questions si vous en avez d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas de danger que le côté entre guillemets automatique soit banalisé, parce que on sait très bien que c'est une réponse automatique et que de ce fait elle va être dépersonnalisée, alors que comme vous disiez monsieur, quand on prend le temps d'avoir un vrai contact, même si on se fait jeter, même si on ne passe pas les barrages, même si on a un nom, on a une relation, on a tissé quelque chose qui peut peut-être resserrer plus tard. Moi j'ai peur que le côté automatique, personnellement je l'écarte d'office, parce que
c'est quelque chose qui est quand même très banalisé et qui se ressemble chez presque tous les pratiquants de ce système. Alors que dans le vrai, même si on est maladroit, même si on n'est pas tout à fait dans la cible, il y aura néanmoins une impulsion personnelle. Donc après, j'ai bien compris. Après, qu'il y a encore d'autres stades. Je comprends l'automatisation, le gain de temps, c'est évident. Je dirais Oui, que vu le volume, pouvoir ça va gagner faire, du temps de ce qu'on a déjà engagé pour faire du réseau et puis continuer à prospecter de l'autre côté, donc se dédoubler, c'est clair, c'est un avantage, c'est évident. Mais si tout le monde réagit comme moi, c'est-à-dire que beaucoup de mails, je les supprime avant de les lire, l'intérêt, est-ce qu'on cible 0,1% de tout ce qu'on va faire? Moi, il y a beaucoup de mails, je regarde même plus parce que on est tellement noyé maintenant par un nombre d'informations tel que il y en a beaucoup qui sont certainement intéressantes, que je ne regarde plus, que je supprime systématiquement. Et moi, je suis responsable commercial en transport international. Je sais que je perds un temps certainement. Je suis tout à fait conscient, mais je privilégie la relation directe. Il est évident que le mailing derrière ou l'information peut jouer, par exemple, comme des informations de week-end. Je dirais, des informations que Daniel m'envoie, moi je l'envoie à mon réseau. Ils prennent pas. Mais je le fais pour elle, mais je le fais pour moi. C'est-à-dire dire, il y a une information, si vous êtes intéressé, même si je ne suis pas l'initiateur de tout ça, je fais ça avec le Club Export également. Donc voilà, je privilégie, mais je comprends l'automatisation et le gain. Et je terminerai juste, mais ça aussi, ça va dépendre peut-être de l'entreprise. C'est-à-dire que si on a de la production, si on va produire beaucoup de choses en grande quantité, on a besoin d'avoir beaucoup de clients. Si on a une petite cellule peut-être, il est évident qu'on va s'adapter en fonction de ce qu'on a à vendre, ou de la capacité qu'on va avoir à absorber tout ce qu'on va balancer. Si c'est pour balancer, avoir 25 000 et n'en traiter que 2, on en perd 24 998. C'est bête. Non, vous avez raison. Vous avez raison de privilégier la relation humaine. Je pense que c'est ce qui compte avant tout, même dans l'inbound marketing. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire là, c'est la relation avec des vrais êtres humains derrière un écran, et il ne faut pas l'oublier. Donc, l'automatisation, elle n'est pas nécessaire à partir du moment où vous avez un flux de contact que vous pouvez gérer manuellement. D'accord ? Après, l'automatisation, elle est là d'abord pour vous faciliter la vie. Bon, l'envoi d'une newsletter, si la personne l'a demandé, elle va avoir envie de l'ouvrir et ça gêne personne qu'elle soit automatisée. C'est plutôt normal. Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous avez effectivement un flux de contact tellement important que vos prospects, vous ne pourrez pas leur apporter tous un message personnalisé parce qu'en fait, vous aurez besoin de vous concentrer sur les 20% qui font 80% de votre business, vous allez plutôt automatiser la relation sur les autres qui ne sont pas encore prêts jusqu'à ce qu'ils soient je dirais, prospects chauds. Donc, est-ce qu'il y a un danger ? Oui. Moi, j'ai vu des exemples sur Twitter notamment où il y a des comptes Twitter qui sont complètement automatisés. Donc, vous suivez le compte, il vous envoie un message automatisé pour vous dire merci de m'avoir suivi et puis suivez aussi ma page Facebook. C'est un message automatique et puis c'est un compte qui va republier d'autres informations d'autres comptes. Et puis bon, en fait, sur Twitter, j'ai l'impression que de plus en plus, c'est des robots qui se parlent entre robots et il n'y a plus d'humain derrière. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on perd l'important de la relation humaine qui fait la valeur du truc en fait. Au final, c'est la relation entre les humains qui fait, dans l'inbound marketing autant que dans la vraie vie, la valeur de la chose. Oui, bon, je crois qu'il faut le remettre dans le contexte de nos PME. C'est-à-dire qu'on ne va pas écrire à 300 000 personnes. On a, je ne sais pas, moi, mettons, en PME, on a entre 30 et 2000 clients, et c'est déjà beaucoup, les 2000. On peut parfaitement imaginer que vous envoyez des newsletters aux personnes que vous avez à un moment ou à un autre contactées ou avec lesquelles vous avez été en contact sur un salon au cours d'une journée comme aujourd'hui par exemple aussi, ce genre de choses. Dans l'inbound marketing, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect j'envoie, c'est du push un peu, et puis il y a tous ceux que vous n'êtes jamais allé chercher et que vous auriez peut-être eu du mal à joindre et qui vont vous trouver en faisant une interrogation sur votre blog. Et l'idée, c'est que ça crée progressivement une communauté unique. Bon, après, derrière, je crois que vous avez raison de souligner le fait que, alors je ne sais pas si c'est 2 sur 24 000 ou 25 000, mais on va être forcément dans du quelque chose pour 1000, on est d'accord. Mais moi, si vous voulez, c'est le coup du verre
aux trois quarts vide, il suffit que là-dedans il y ait deux clients qui soient d'accord et qui, enfin il y a deux personnes qui soient d'accord et qui deviennent clients et c'est bon. Moi j'ai l'exemple mais qui est très loin de l'inbound marketing. Hein. J'ai entre guillemets fait des choses un petit peu artisanales avec un client. On invite une fois par an à la visite de l'entreprise. Bon, c'est une entreprise qui est sympathique, le bâtiment est récent, c'est un peu salle blanche, enfin bon voilà quoi. Il y a des choses à voir. Et c'est un domaine qui est pas très glamour, c'est de la sous-traitance pour l'industrie électronique ou électrique, bon voilà. Et ben à chaque fois, il y a 7-8 personnes qui viennent et quasiment toutes les fois, il y en a une qui devient client. Bon, alors on a envoyé un mailing qui a été personnalisé, donc c'est vraiment très très artisanal par rapport à ce que nous propose William, hein. Mais c'est une première démarche qui nous a amené à qualifier une base, qui nous a amené à avoir des contacts clients qui étaient au prospect, qui étaient autre chose de contact@toto.fr, en gros, enfin des choses un peu personnalisées. Bon, on a fait ça, ça rapporte gentiment un nouveau client par an. Bon, c'est pas glorieux, mais si on n'avait rien fait, on ne l'aurait pas eu celui-là non plus, hein. Et comme la dirigeante est une dame qui aime faire plein de choses, mais certainement pas du commerce, là je pense qu'on a trouvé une sorte de succès d'année partiel en tout cas, à ce qui serait une démarche commerciale agressive, mais qu'elle ne fera pas. Puis l'exemple final voilà, du sac du bento, on me souhaite bon appétit, il n'y a pas d'automatisation pour ça. Et pourtant, c'est ce que j'ai le plus valorisé, parce que spontanément, j'ai eu envie de le mettre sur les réseaux sociaux et de dire vachement bien, d'abord c'était bon, mais en plus, allez-y, ils sont vraiment sympas. Donc, vous avez raison de souligner que l'humain prime d'abord. Je veux aussi poser une question sur le côté contenu. Personnellement, je pense que le contenu, il faut le créer et non pas le plagier. Puisque je vois, quand je surveille des contenus qui m'intéressent, on est tous à la voie de la sélectivité, et on va effectivement prendre du temps pour ce qui vous intéresse et vous touche vraiment, vos passions, vos hobbies privés ou professionnels. Il y a beaucoup de gens qui, il me semble, publient du contenu pour du contenu. Et donc ils vont faire une sorte de copier-coller, alors que je sais que si je vais faire du contenu, je vais me donner la peine de rédiger réellement l'article, de réellement retravailler le sujet, pour que ce ne soit pas quelque chose qui soit tellement banalisé que ce n'est pas intéressant. Et je crois qu'il y a quand même, si on enlève, il y a quand même beaucoup de pourcentage de déchets dans la qualité du contenu. Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a beaucoup de blogs qui n'intéressent personne. Et pour cause, parce que le contenu n'est pas intéressant. Parce que ça va être parfois du contenu mal rédigé, avec un style un peu plat, avec des informations qui ne sont pas intéressantes. Donc oui, éviter le plagiat, faire du contenu original. Et puis encore une fois, je pense que la base de tout ça, c'est... on pourrait aller voir sur notre blog, on a fait tout un tutoriel pour savoir comment élaborer ce qu'on appelle un persona, un buyer persona. Un buyer persona, en fait, c'est la fiche d'identité, le portrait chinois du client idéal. Et je pense que ça, c'est vraiment le point de départ de toute la stratégie de contenu, parce que c'est à partir de là, parce qu'on se concentre sur les motivations de ce client idéal, sur ses besoins, pour savoir à quelles questions répondre, et que le blog devienne une base de connaissances et pas une base de contenu. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait plein de tutos qui expliquaient comment faire. C'est-à-dire que si tout le monde va voir ces tutos, tout le monde va faire la même chose. Non. Alors, c'est... Le point positif en fait pour tous les gens qui vont produire du contenu, moi je suis dans le web, je le vois tous les jours, c'est que justement Google sanctionne le contenu dupliqué. C'est-à-dire qu'il le détecte, Google est un robot, on parlait des robots rapidement tout à l'heure. Google sanctionne le contenu qui a été dupliqué, plagié par des algorithmes en fait, qui comparent les textes et la période d'arrivée du texte. C'est-à-dire qu'un texte qui est arrivé en premier sera valorisé par rapport à un texte qui est arrivé en second. Il n'y a presque pas d'intérêt finalement à plagier du contenu. Google souhaite du contenu de qualité, mais surtout du contenu original et non plagié. Quand j'ai commencé mon activité, ma mère m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu donnes toutes tes connaissances sur le blog de l'entreprise? Et c'est une vraie question, parce qu'en fait, on pourrait se dire, en fait, si je donne les connaissances de l'entreprise sur le blog, n'importe qui pourrait faire comme nous, et donc nous piquer nos idées, et puis nous voler notre métier. En vérité, moi, je vois les choses différemment. D'une part, parce que mes clients n'ont pas vocation à devenir agence de marketing. Sinon, ils ne seraient pas clients chez moi. Ensuite, parce que mes concurrents peuvent bien voler ce qu'on met dans les articles de blog, on donne les explications pour pouvoir faire un petit peu du do-it-yourself, mais cette information, on ne donne jamais les secrets de fabrique, et c'est une information qui est je dirais, standardisée, c'est-à-dire que ça reste une information qui est relativement générique pour qu'elle devienne accessible au plus grand nombre,
mais ce qu'on fait avec nos clients, c'est une information spécifique qu'on va élaborer spécifiquement pour nos clients et qui va être dédiée à la réflexion qu'on porte à un client. Donc en fait, il y a peu de danger. Le seul danger, c'est le danger de l'inaction, puisque si vous ne le faites pas aujourd'hui, un de vos concurrents le fera et prendra la parole. Donc en vérité, il vaut mieux prendre les choses de l'avant et faire mieux que ce que font vos concurrents. Vous avez une carte de visite.